Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Librée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté, de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr, le top du top, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Bonjour Charlotte. Bonjour Anaïs. Je suis ravie que tu sois derrière mon micro aujourd'hui. Merci de me recevoir. Donc Charlotte Sigwald, toi tu es professeure de yoga. Mais oui, tout à fait, exactement. J'enseigne le yoga depuis 2008 et je suis dans la région d'Albertville en Savoie. Voilà, donc professeur de yoga, donc tu enseignes en cours particulier, mais aussi tu formes d'autres professeurs de yoga. Oui, c'est ça, je donne des cours hebdomadaires, donc ils sont accessibles au tout public. Et puis ce qui m'occupe principalement dans mon activité, c'est la formation de professeurs, que ce soit une formation initiale de professeur de yoga, donc c'est-à-dire pour des pratiquants qui ne sont pas encore professeurs et qui font cette toute première formation initiale, ou alors des cursus et des modules plus courts qui s'adressent à des professeurs déjà formés qui veulent se spécialiser. Donc je m'occupe du yoga et du féminin sacré et aussi du yoga prénatal. Donc on te retrouve facilement sur ton site Yoga Montagne, yoga-montagne. Oui, c'est ça, yoga-montagne.com. Ok, aujourd'hui je voulais te recevoir et je suis ravie que tu sois là pour témoigner parce que tu vas faire partie des premiers témoignages d'accouchement à domicile sur le podcast Mama Librée. Eh bien, écoute, je suis très honorée, c'est toujours une joie de pouvoir partager ces accouchements qui ont été fondateurs dans mon cheminement de femme. Donc en fait, comment t'es venue cette idée saugrenue d'accoucher chez toi? Quelle drôle d'idée, comme tu dis. Effectivement, quelle drôle d'idée. C'est le retour qu'on peut entendre très facilement et aisément de tout un entourage quand on commence à partager cette envie d'accoucher chez soi. Quelle drôle d'idée. Je pense sincèrement, Anaïs, qu'au fait, ça se traçait dans mon chemin par rapport à quelque chose, une blessure que j'avais à guérir de ma propre naissance, qui a eu lieu, je le sais, donc effectivement des récits de ma maman, à l'hôpital, dans une clinique, dans une césarienne d'urgence. J'étais à ce moment-là donc avec ma sœur jumelle et l'accouchement s'est pas passé exactement comme envisagé. Pour l'équipe médicale à ce moment-là, il y a eu une césarienne d'urgence. Évidemment, mon mental ne se rappelle pas de ça, mais mon chemin l'intérêt autour de la naissance et de la physiologie de la naissance a été tel toute ma vie que j'ai compris au fur et à mesure qu'il y avait quelque chose à guérir ici. Ok, et en fait, comment tu as cheminé vers cette guérison? C'est curieux parce que ce que je viens de te dire, je m'en suis pas aperçue tout de suite, mais j'ai bien vu que je cheminais, et puis j'ai bien vu quand j'en parlais aux copines, j'étais toujours bien renseignée, même bien longtemps avant mes propres enfants, mes propres grossesses, j'étais toujours bien renseignée. Une copine enceinte et je lui explique ceci, puis je lui explique cela, puis ma copine me dit mais comment tu sais tout ça toi? Ben, c'est normal, tout le monde sait ça. Et j'ai vite compris qu'en fait, non, tout le monde ne savait pas ça, que j'avais déjà lu les livres, que j'avais déjà écouté telles émissions, tels articles, et que je m'étais très naturellement penchée sur le sujet. Donc, bien avant mes premières grossesses, j'avais déjà un bon niveau de connaissance autour de l'accouchement physiologique et de la grossesse physiologique. Et mes sœurs aussi, j'ai 2 sœurs qui ont eu des enfants avant moi. J'ai pu suivre leur grossesse et puis tout ce qu'elles ont fait dans la prépa à naissance et j'étais tout à fait au vif du sujet. Donc du coup, tu étais déjà bien sur ce chemin. Tes sœurs, elles ont accouché aussi physiologiquement? Tout à fait. J'ai 2 sœurs qui ont eu chacune 3 enfants et toutes les naissances ont été physiologiques. Et du côté de mon frère, exactement. Donc dans tous les cas, dans toute la famille, il y a eu la physiologie de la naissance, c'était quelque chose qui primait. On résonne tous sur le même chemin. Vous raisonnez tous en ocytocine. Ocytocine et chant de home, on en reparlera tout à l'heure. Bain de home, tout à fait. Ok, et du coup, avec ton conjoint, quel a été votre parcours vers ces naissances?
Bah écoute, c'est assez curieux parce que bien avant la grossesse de notre premier enfant, j'avais, moi, dans une intention professionnelle, je m'étais inscrite à une formation sur l'accouchement physiologique, le sujet me passionnant. J'envisageais d'y aller seule, et parce que ce n'était pas du tout un projet d'enfant à ce moment-là dans notre couple, et puis pour une raison d'organisation, il fallait se rendre à Lyon, et puis là où on voulait aller le lendemain, dans tous les cas, Auré vient avec nous. Et on y va tous les deux. En tout cas, on y va tous les deux, mais lui a un peu l'impression de tomber là comme un cheveu sur la soupe. Moi, j'étais très très intéressée par le sujet, et nous voilà parmi toute une équipe d'autres couples au fait qui étaient soit dans un projet concret d'enfant, ou soit dans vraiment une grossesse engagée, et chacun était à un terme à 6 mois de grossesse, à 4 mois, et nous voilà tous les deux. Et vous voulez avoir des enfants? Non, pas tout de suite. Vous êtes pas enceinte? Non, je suis pas enceinte. Alors c'était un petit peu curieux, mais il a lui-même un grand intérêt naturel pour apprendre des nouvelles choses, et très vite le groupe était sympa, et il s'est pris au jeu, et il s'est pris au jeu de toute cette connaissance d'accouchement physiologique. Alors ça, Anaïs, c'était 4 ans au moins avant notre première grossesse. Donc on a fait cette formation très intense au fait, qui s'adressait aux professionnels de l'accouchement et puis aux couples déjà en attente d'enfants. Plusieurs années avant. Alors ça a cheminé au fait, ça a cheminé chez lui, et puis j'entendais dire ensuite à son frère, mais tu sais l'ocytocine, et puis ceci, puis cela, et le voilà déjà ambassadeur, lui, en tant qu'homme, de l'accouchement physiologique, bien avant notre première grossesse. Donc ça, c'était le chemin ça a pris tout ce chemin, et c'était très, très joyeux, réjouissant de le voir déjà comme ça intéressé par le sujet. Ouais, déjà prêt en fait, déjà dans cette dynamique. Ouais. Et pourtant, à ce moment-là, on parlait pas du tout de si un jour on aurait des enfants, on s'est juste renseigné sur comment ça se passait. Le sujet de nous, très concrètement par rapport à des enfants et un projet de famille, c'était pas au programme. On avait dit ni oui ni non, mais c'était pas au programme. Et le jour donc où t'es tombée enceinte, écoute, je me rappelle très bien parce que donc secrètement, j'avais envie. Alors, j'avais jamais formulé avec lui mon désir d'accoucher à domicile, parce que même cette formation sur l'accouchement physiologique initial prévoyait un accouchement physiologique éventuellement à la clinique. Ça ne voulait pas spécialement dire à la maison. Donc moi, je lui avais jamais dit au fond de mon cœur que j'aurais aimé accoucher à la maison, parce que j'attendais ça je voulais pas dévoiler ce secret un peu du fond de mon cœur. C'était trop important. Donc ça y est, me voilà enceinte, la grossesse est confirmée, et on évoque ça. Et je lui dis, il amène le sujet sur la table, et il dit, tu voudrais accoucher où? Et là, je me lance. C'est le moment de le dire. Même maintenant que il ne peut plus partir. Ouais, j'ai une petite émotion qui monte maintenant, et je me lance, et je lui dis, je voudrais accoucher à la maison. Et là, je vois cet homme solide, large d'épaule, qui me pose un d'accord. Et ce d'accord, Anaïs, il est tombé du ciel tel une fondation solide, un socle fondamental, d'accord. Et c'était calé. Et déjà là, que l'homme dise d'accord, c'était la base, je pense, du succès de cet accouchement qui a eu lieu à la maison. D'accord, on y va ensemble. Et là, déjà, tout était posé. On s'était déjà formé, on avait des notions assez mentalisées. Et là, il dit d'accord, et on y va. Et dans son structure protectrice à lui, on y va. Magique. Quand tu le dis, ça me donne la chair de poule, c'est trop beau. Mais oui, parce que c'est ce dont tu parles, là, cette structure et cette vraiment force protectrice de l'homme, elle est primordiale dans le besoin de protection qu'a besoin la femme dans l'accouchement physiologique. C'est primordial. Résolument. C'est la voie de réalisation de l'accouchement physiologique dans mon entendement. Alors, je ne voudrais pas, en disant cela, exclure les femmes qui choisiraient d'enfanter sans homme, parce que c'est aussi un choix qui est tout à fait honorable, ou les femmes qui vivent dans un couple homosexuel, mais une autre personne peut alors prendre un rôle de protecteur. Mais dans tous les cas, que ce soit l'homme masculin, tel on l'entend, ou la compagne dans un couple homosexuel, ou quelqu'un d'autre qui soit là, au fait, qui est quand même un projet qui s'initie avec un accompagnant qui prend un rôle de protecteur pour que la femme puisse plonger dans cette profondeur qui est nécessaire lors de l'accouchement physiologique. En tout cas, là, dans mon histoire, c'est un homme, et il a dit d'accord, et c'était lancé. Oui, parce que en effet, moi, j'ai des témoignages de femmes qui ont accouché à la maison, et leur figure protectrice, par exemple, c'était même une maman.
Voilà, tu vois, qui était présente parce que le papa, il n'était pas présent à ce moment-là. Et c'était cette figure-là. Et du coup, tout le projet d'accouchement à la maison, d'accouchement physiologique, s'était construit de cette manière-là. Donc, mais en effet, voilà, la figure, le fait d'avoir quelqu'un à nos côtés qui soit là un peu comme figure protectrice, c'est plus ça dont on parle ici, quelqu'un qui va connaître voilà quelle est la physiologie, qui va connaître suffisamment bien la maman pour savoir décoder, décrypter, c'est quoi le besoin là, ça bloque, tiens, quelle insécurité est venue se jouer là et comment... Enfin voilà, faut nous connaître dans notre intimité. C'est vraiment un moment de grande intimité, l'accouchement physiologique. Oui, absolument, c'est ça. Quelqu'un qui puisse être dans la connaissance de la femme, dans cet accompagnement. Et donc, ça pourrait aussi être une doula, voilà, une sœur, une maman, la compagne, une personne en tout cas ressource qui soit vraiment là dans ce rôle de protecteur. Alors moi effectivement si tu es d'accord Anaïs dans cette interview je vais parler d'Auré parce que c'est lui qui était là et c'était un homme et c'était mon homme à ce moment-là et qu'il est toujours mais ça peut en tout cas ce rôle qu'il a pris peut être tenu par une autre figure. Bien sûr. Et une fois que donc ce grand accord qu'il t'a verbalisé, comment ça s'est... Qu'est-ce que vous avez entamé comme chemin à partir de ce moment-là? Alors, c'était assez... donc, cette formation qu'on avait fait avec cette formatrice exceptionnelle 4 ans auparavant, on a commencé par la refaire. Et cette fois-ci, à se renseigner sur les prochaines dates. Et donc, au courant de la grossesse, on l'a refaite. Donc là, on a revu toutes ces notions. À ce moment-là, elle le faisait sous 2 jours et non plus sous 1 jour. C'était très dense sous 1 jour, 2 jours complets. Et puis là, effectivement, il y avait une grossesse. Donc, on était vraiment très, très dans le concret. Donc, 2e fois, on reprend cette formation. Et puis ensuite, très bien, accouchement à domicile, il faudrait peut-être une sage-femme. Ah oui, ok. Je demande à une amie. Un petit texto, tu n'aurais pas une adresse et elle me dit ah mais si dans ton coin regarde, demande à un tel, je passe un coup de fil, c'était réglé. Et ensuite j'ai réalisé que c'était hyper rare les sages-femmes qui font l'accouchement à domicile et au fait il y en a une dans mon périmètre qui s'est avérée être d'une inspiration extraordinaire et on l'a trouvée fastoche et j'ai ensuite compris qu'il y avait des couples, des familles qui cherchaient des accoucheuses à domicile et qui n'en trouvaient pas parce que dans leur région il n'y en avait pas. Donc je me suis dit nous c'était quand même sur notre chemin parce qu'elle habite à 25 km de chez nous et c'était complètement facile. Un coup de fil, 2 coups de fil, c'était réglé, merci, c'était calé. Alors elle a été aussi contente de nous trouver, elle nous l'a dit après, mais elle a vu que du coup Auré et moi on était déjà dans notre verticalité. On était avec ces formations, on savait ce qu'on voulait quoi. Donc pour elle, on était presque un couple fastoche à gérer. Accompagné parce que vous aviez déjà les bases de qu'est-ce qui va permettre le bon déroulement d'un accouchement physiologique. Exactement. Donc déjà les bases dans le savoir d'avoir fait ces formations, mais aussi, j'ai dit tout à l'heure que je suis professeure de yoga, je veux dire une bonne hygiène de vie à la maison, une bonne alimentation, une bonne respiration, ça c'est des choses qui sont chez nous, déjà. Donc elle n'a pas eu besoin à nous rééduquer sur notre posture ou sur notre façon de faire, c'était déjà là. On pourra longuement aussi en reparler dans Mama Libré. Tout ça, ça fait l'accouchement physiologique. Je pense que la réussite d'un accouchement physiologique, il n'y a pas une recette, c'est une somme de toutes petites choses ici ou là, tout accumulé qui font qu'à un moment donné, ça se déroule comme on veut. Oui, bien sûr, qu'on met en place des prises de conscience de son corps, de ses émotions. Tu l'as dit en début d'émission, là, c'est hyper important aussi des différents blocages vis-à-vis de notre histoire. De notre propre histoire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui vient se rejouer, qu'est-ce qui vient être guéri au moment de ses naissances. Donc, Ça aussi, j'ai à cœur d'en parler, merci de revenir là-dessus Anaïs. Donc là, je parlais par rapport à un blocage de ma propre histoire, de ma propre naissance. Dans notre chemin de couple avec Aurélien, on avait déjà entamé un travail thérapeutique fondamental. Alors dans notre histoire, il s'avère qu'on s'adresse au même thérapeute qu'on voit séparément, mais c'est la même personne. Donc il y a des thérapeutes qui ne veulent pas voir 2 personnes du même couple, au fait, ça va au cas par cas, peu importe. Ce qui était intéressant pour nous, c'est que de voir le même thérapeute, c'est qu'on avait le même langage, la même façon de faire et les mêmes outils déclinés par ce thérapeute. Et on s'était déjà engagé dans quelque chose de
conscience du soi et de soigner de soigner et guérir des blessures qui étaient là de longue date. Lui de son côté, moi de mon côté, occasionnellement en thérapie conjugale. Mais finalement, je crois que c'est de notre côté qu'on a surtout avancé chacun. Et sur un thérapeute, le même thérapeute sur le même langage. Et là, on avait déjà déblayé pas mal de choses. Pour notre histoire, ça a été assez... ça a été assez efficace. On a déblayé pas mal de choses. Et oui, je crois qu'une naissance, un accouchement, ça vient mettre en avant les choses qui ne sont pas encore soignées, pas encore guéries. Donc plus ça aura été nettoyé avant, plus l'accouchement de ses rêves on aura des chances de se rapprocher de l'accouchement de ses rêves. Il y a du travail à faire avant. Et nous, on l'avait déjà sacrément entamé. Donc, on continue. Dans tous les cas, la vie continue à réserver ses chapitres de nettoyage au fur et à mesure. Donc, on continue, mais on en avait fait une bonne partie avant. Même si... je crois que c'est possible, même si quelqu'un a un projet d'accouchement physiologique et qui ne s'est pas engagé dans un travail thérapeutique de longue date, de longue haleine, il y a aussi des choses qui sont justes et on peut aussi peut-être, lors de la grossesse, commencer à se questionner là-dessus. Il n'est jamais trop tard en fait. Ce n'est pas parce que je témoigne que je m'y étais mis longtemps à l'avance que ce n'est pas possible de faire autrement. Mais en tout cas, pour nous, ça a été ça a fait une grande différence, je pense. Et dans les différentes clés auxquelles vous avez eu accès, en tout cas dans la formation dont tu parles, notamment avec Claire Michelin, là, sur l'accouchement physiologique, tu dirais que qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce qui vous a été indispensable? Alors même si en effet j'ai bien conscience que c'est, comme tu l'as dit à l'instant, c'est plein de petites choses cumulées, mais en tout cas pour toi, en quoi vraiment cet accompagnement, cette formation, elle vous a été précieuse et Alors, elle a été précieuse sur une multitude de points, et là, sur quoi je voudrais insister, et c'est comme ça que Claire Michelin nous présente vraiment son approche de l'accouchement physiologique, c'est le rôle du père. Le rôle du père, qui est une clé géniale et fondamentale dans le bon procédé des déroulements physiologiques, parce que le père se doit de prendre une posture de protecteur, une posture de citadelle qui va permettre d'héberger tout ce qui doit se dérouler là dans le grand processus de l'accouchement qui va se dérouler. Et dans cette citadelle protectrice, le père fait protection, fait garde d'entrée et filtre au fait tout ce qui va pouvoir interagir avec la femme accouchante. Et finalement, la femme accouchante ne devrait avoir qu'un seul interlocuteur, son compagnon ou son accompagnant, et tout doit passer par le père qui est là pour, on va dire, faire tampon. Ainsi, la femme qui accouche peut alors vraiment laisser sécréter l'ocytocine. La fameuse ocytocine, cette hormone de la naissance, cette hormone de l'accouchement, et cette ocytocine qui est une hormone très timide. Donc face à n'importe quel stimuli de stress, l'ocytocine disparaît, se fait toute petite dans un petit coin et le reste prend place. L'ocytocine, c'est ce qui va permettre la péridurale naturelle. Donc, les endorphines. Ne pas avoir mal. Et ce qu'on souhaite dans l'accouchement physiologique, c'est justement la plus grande sécrétion d'ocytocine. Simplement, s'il y a des stimuli extérieurs constants, l'ocytocine, elle se fait toute timide et elle n'est pas sécrétée autant que nécessaire. Donc le père, au fait, il a un rôle de citadelle protectrice afin que la femme n'ait qu'une seule chose à faire, c'est s'installer dans son bien-être. Et ça, merci Claire Michelin, ça a été tellement fondamental qu'elle nous présente les choses comme ça. Auré a pris ce rôle à bras-le-corps, et aujourd'hui encore, je l'entends discuter avec d'autres hommes de son entourage qui s'apprêtent à accoucher. Et alors, il est un grand ambassadeur du rôle du père dans les accouchements. Le père citadelle, tout à fait. J'aimerais juste revenir sur quelque chose qui est primordial pour moi. En effet, Claire Michelin, on a suivi toutes les deux cette formation d'accouchement physiologique. Elle parle du père citadelle et juste de cette notion de ces sécrétions en fait au niveau hormonal, justement de pouvoir bien sécréter cette fameuse hormone qui est la... J'ai un trou maintenant.
pendant la grossesse. L'ocytocine, ouais, pardon, tu vois, j'étais dans d'autres trucs déjà. Donc l'ocytocine qui est vraiment, comme tu disais, une hormone timide et qui va venir disparaître dans les différents stimuli de stress, et que les stimuli de stress, c'est de la lumière trop forte, c'est un bruit, c'est une personne qui rentre, c'est quelqu'un qui arrive, qui va parler trop fort, c'est la sensation de froid, c'est toutes ces sensations qui vont générer une forme de stress pour la maman. Ça, c'est très intéressant que tu remettes le point là-dessus, parce que pour le commun des mortels, une situation de stress, ça voudrait dire il y a un incendie, il y a un accident, vite. Au fait, quand une femme accouche, un stimuli de stress, c'est pas ça. C'est il y a trop de lumière, il y a du soleil. Alors il faut baisser les stores. C'est j'entends trop la musique des voisins. Alors on va frapper chez les voisins, on baisse la musique. J'entends il y a le voisin qui fume, je sens la cigarette, ça me gêne. Il y a voilà, j'ai faim, j'ai froid, et tout ça, c'est des stimuli de stress. Habituellement, c'est ça qu'il faut mettre sur stimuli de stress. Et c'est au père, justement, une femme qui a faim, elle passe dans un autre mode hormonal, et il va falloir chercher à manger. Et donc, elle est plus simplement dans la grande détente absolue nécessaire pour laisser sécréter l'ocytocine. Donc ça, c'est bien que le père vraiment comprenne, en fait. Si à un moment donné, le père citadelle qui voit que sa femme sort de son état un petit peu intériorisé, s'agite, a mal, et ben alors qu'est-ce qui est venu entraver son bien-être? Alors ok, elle a froid, on a ouvert la fenêtre, on sent la cigarette qui arrive de l'extérieur, elle a faim, elle a trop chaud, il y a trop de bruit, la belle-mère vient d'entrer, est-ce qu'il n'y a pas une personne de trop dans la pièce, ou est-ce que qu'est-ce qui a pu la stresser? Et ça, c'est au père de comprendre qu'un stimuli de stress, c'est aussi bateau qu'au fait, le coucher de soleil c'est fabuleux, il rentre par la pièce. Non, il y a trop de lumière, stress. Et un coucher de soleil, ça ne fait pas stresser? Ben si, là, dans ce cas-là, ça peut être un stimulus. Et ça, c'est important, justement, donc, pour le père, de vraiment avoir ce décodage, donc déjà d'avoir la connaissance de ça, de revenir sur ces stimuli de stress, et dans la connaissance de ça, de savoir quels signaux vont le mettre en alerte de « Ah, là, ma femme, elle rentre, il y a quelque chose qui la stresse ». Et en effet, tu l'as très bien dit, ce qui nous fait sortir de ce côté, de ce bain hormonal d'ocytocine qui nous met dans un état de relaxation, de bien-être et du coup de non-douleur, la première chose qui doit alerter le papa, c'est quand la femme entre dans la douleur. Oui, si d'un coup elle est mal et elle ouvre les yeux et elle s'agite, elle bouge dans un sens et dans l'autre, elle se plaint, eh ben ok, il y a quelque chose alors qui a généré du stress, l'ocytocine s'effet moindre et la douleur apparaît. Ok, donc là il faut pas, pour que le papa à ce moment-là, il faut pas qu'il cherche à diminuer la douleur, il faut qu'il cherche à réfavoriser l'ocytocine. Et c'est l'ocytocine qui va se charger de diminuer les sensations dites douloureuses. Et oui, exactement, comme là j'en profite, tu vois, tu disais, je me souviens bien, Claire Michelin, elle nous dit, donc à un moment, il y a tellement d'ocytocine, notamment au niveau du cerveau, donc l'objectif c'est vraiment de sécréter de plus en plus d'ocytocine. Plus on en sécrète, à un moment il y a une telle charge d'ocytocine que le cerveau va commencer à créer de l'endorphine. Oui. Et là on est dans la péridurale naturelle. Oui, tout à fait. Cette fameuse endorphine qui va faire que en fait on n'a plus la sensation physique de trop, enfin voilà, c'est notre péridurale naturelle, c'est plus trop fort, et aussi qui fait, je me souviens, elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup parlé, et je me suis dit mais c'est pour ça qu'on se dit pourquoi les autres femmes nous racontent pas, tu vois, c'est cette hormone en fait, l'endorphine qui fait que on devient un peu amnésique après une naissance. On oublie. Et au fait, une femme qui n'est pas capable de raconter son accouchement, quelque part, on peut se dire qu'elle est venue toucher sa physiologie, parce que cette hormone permet d'oublier. Et donc, si quelqu'un qui dit « Ah, je me rappelle très bien, à 14h30, on est arrivé là, à 15h, la sage-femme brune, blonde, les cheveux longs, avec le petit bracelet bleu, était là. » C'est trop détail, en fait. Quelqu'un qui se rappelle de tout ça, et en fait, n'était pas dans sa physiologie. La physiologie pleinement plongée dans les hormones, on se rappelle vaguement qu'il y avait qui était là. Oui, c'est vrai, qui était là, exactement. Et on n'est pas capable de raconter. Ça entretient ce mythe de mais pourquoi les femmes racontent pas leurs accouchements? C'est vrai. Parce que si tout se passe bien, on s'en rappelle pas très bien. Et on en refait après. Et alors on refait un enfant. Effectivement.
Ah, super, merci Charlotte. Bah, écoute, donc raconte-nous alors comment ça s'est passé pour vous deux, vous trois du coup, la naissance de ta petite Agathe. Donc on était chez nous et puis nous avions la veille au soir, c'était un mardi soir, prévu d'aller à la séance programmée de chant prénatal auprès de notre sage-femme. Et le mardi midi, je commence à avoir des contractions. Et je me dis, l'une ou l'autre, très espacée, je me dis, peut-être que ce soir, on n'ira pas au chant prénatal. J'informerai, ok, il y a ça, petit texto à la sage-femme, il y a ça, on ne sera peut-être pas là ce soir. Et puis finalement, en fin d'après-midi, ça se calme. Nos amis avec qui on covoiturait, eux aussi attendant un enfant, venez quand même à la maison, ok, ça s'est calmé, on y va. Et puis, comme c'était un couple avec qui on allait au chant prénatal, eh bien, en fait, on avait fait ça avec eux, chanter des hymnes avec eux. Et donc, on covoiture, et moi, dans la voiture, alors comme ça, je discute comme si je discute avec toi, comme ça, Anaïs, je discute avec l'équipe dans la voiture, et puis d'un coup, d'un seul, je fais, attends, ok, c'est bon. Et la contraction était passée. Alors, je fais ça une fois, deux fois, et puis notre ami Jonathan, la troisième fois où je fais ça, il chante. Et toute la voiture est ciné. Alors, formidable, on a commencé comme ça à chanter des hymnes. Alors, on fait notre soirée chant prénatal, on rentre à la maison avec eux, puisqu'ils étaient à la maison, vous voudrez bien dîner avec nous, la soupe est prête, et ils restent avec nous, et puis à chaque fois que j'ai une contraction, mais tout le monde se met à chanter. Alors, c'était fabuleux parce que ça nous a initiés dans le chant prénatal. Et ils sont partis. On a débarrassé et là je me suis mis dans ma bulle, on a installé un matelas au milieu du salon entre les deux canapés et puis je me suis mis dans ma bulle là, j'ai fermé les yeux, j'ai mis aussi la playlist de Infinity Home, donc dans tous les cas il y avait un home qui bouclait en boucle en fond sonore et là je suis rentrée dans ma bulle, il était à peu près minuit. Et j'ai continué à chanter des hymnes sur toutes les contractions. Et on a dû s'endormir. Auré a dormi un petit moment, quelques heures. Moi, je m'endormais entre les contractions. Et puis, c'est resté comme ça, en fait, la nuit et la matinée. On a continué comme ça. Ensuite, effectivement, je fais partie de ces femmes qui ne se rappellent pas très bien comment s'est déroulée la journée. Globalement, j'ai passé pas mal de temps dans la journée sur ce canapé et j'utilisais le bol tibétain. Alors, j'ai eu la chance d'avoir l'usage d'un bol tibétain énorme, mais aussi gros que la Coupe Davis, et avec une vibration profonde et sonore et grave, et qui a été d'une très très grande aide. Entre les chants de home et le bol tibétain, donc j'étais avec ces outils qui étaient des très très bons alliés. Et tu l'utilisais à quel moment ? Au moment des contractions. Je faisais résonner le bol, je tapais sur le bol. Je ne pouvais pas le faire chanter comme quand on fait passer la maillotche, parce que c'était trop fin. J'avais besoin quand même quelque chose de plus concret, donc je tapais la maillotche sur le bol et je le faisais résonner et je chantais mon home avec ça. Et Auré me massait le bas du dos au creux des reins et je ne savais pas qu'on allait faire ça avant, mais dans l'instant, c'est ce qui me paraissait raisonnable. J'ai pris sa main et je lui ai dit, tu masses le creux des reins de haut en bas. Avec une petite lotion d'huile essentielle, une synergie d'huile essentielle qui s'appelle Accouchement harmonieux chez Pranarome. Ça a été un très 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 bon outil. Et je le mettais aussi un peu au creux des poignets pour ressentir ça, et lui il me massait au creux des reins. Donc j'ai eu beaucoup besoin d'un massage ferme et masculin du creux des reins. Et puis la journée s'est passée comme ça. Alors j'ai décliné différents outils, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle, autour du yoga et de la visualisation. Notamment les visualisations de la vague qui arrive et qui repart. Et la vague, ça arrive et ça repart. Alors, on peut choisir, et ça c'est quand même des années de yoga qui m'ont entraîné à faire ça, on peut choisir de rester concentré sur le pic d'intensité. Ou on peut choisir de rester concentré sur le creux d'intensité. Finalement, n'importe comment, ça monte et ça descend. Qu'on le veuille ou non, c'est la loi de la nature, c'est la vie, ça monte et ça descend. Les sensations, elles montent, elles repartent. Et voilà, elles arrivent, elles prennent un pic et elles redescendent et elles disparaissent. Effectivement, il arrive que ces pics soient assez rapprochés, je ne le nie pas, mais n'empêche qu'il y aura toujours un creux. Et ça, avec un entraînement à l'avance, sur quoi est-ce que je me concentre ? Je me concentre sur les creux des vagues, ou quand ça repart. Et ça a été d'une grande aide, de me concentrer sur les creux d'intensité entre les contractions. Et puis différentes visualisations de la vague qui déroule, et toutes ces visualisations, je les avais trouvées dans les ouvrages de Martine Texier, sur sa préparation prénatale, qui ont été très très
juste et très très fin. Donc ça, je recommande vraiment aussi toute l'approche prénatale de Martine Texier et d'imaginer voilà, les intensités qui redescendent et elles reviennent et je sais qu'elles redescendent et je me concentre sur les creux des vagues. Toutes les préparations à la naissance parlent de bouger dans l'accouchement, de bouger, de mettre son corps en mouvement et moi aussi je prône ce message. Cependant, Anaïs, dans mon expérience, j'étais quand même bien collée par terre. J'étais collée sur mon matelas et j'arrivais pas bien à bouger. Alors mon petit mental me racontait sa chansonnette, mais alors comment ça, tu bouges pas, il y en a qui dansent et ça a été difficile pour moi de bouger. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai imaginé que je bougeais. Et j'ai imaginé que je dansais, et j'ai imaginé que je montais les escaliers, et je sais la force de la visualisation sur le corps pour laisser bouger à l'intérieur de moi tous les os du bassin, parce que pourquoi on veut bouger, c'est pour mettre tous ces os du bassin en mouvement, pour que le bébé puisse se glisser, se faufiler au milieu de tout ça, et qu'il ne se retrouve pas buté, si le bébé bute quelque part dans le bassin, le mouvement l'aide à se faufiler. Alors je vais visualiser un mouvement, et je pense que ça a été très efficace, de visualiser tout ça. Et puis Auré était toujours en contact avec la sage-femme, mais nous il lui faisait un petit état des lieux régulier, puis nous assez ancrés dans notre champ prénatal, il lui disait oui ça va, elle gère, donc elle était chez elle, pas inquiète. Donc la journée s'est passée comme ça et vers la fin d'après-midi, quand même, je lui demande s'il a appelé la sage-femme. Et puis, alors, peut-être que c'est venu de moi, mais tu vois, je ne me rappelle pas très bien. Dire, peut-être que tu pourrais l'appeler ou lui dire de venir. Et elles ont l'habitude de travailler par deux. Et il y en a une qui vient en avance et qui fait un petit état à l'autre, dépêche-toi, ou prends ton temps, ou c'est déjà fait, voilà. Et l'autre vient ensuite. Alors, à ce moment-là, là, on est en fin d'après-midi, et il me dit, écoute, j'ai appelé la sage-femme, mais comme il était toujours pas inquiet, puis toujours pas pressé, elle a pris le message, pas inquiète et pas pressée non plus. Et elle lui dit, écoute, j'organise la babysitter pour, elle, ses propres formalités, pour se libérer chez elle, et puis pour venir quand elle pourra. Ok, très bien, la sage-femme est en route. Très important. Je pense qu'il y avait au fond de moi un petit programme alors qui a enregistré la sage-femme est en route. Je me souviens pour la naissance de mon fils, je me rappelle du moment de l'arrivée des sages-femmes, de comme allez c'est bon, c'est ok, elles sont là, on y va quoi. Tout à fait. Moi, donc elle n'était pas encore là, mais la sage-femme est en route. Et à ce moment-là, je me suis levée. Et on a marché dans cette technique où finalement le père va marcher en marche arrière, mais il présente ses avant-bras, paumes tournés vers le ciel. La femme accouchante peut poser ses avant-bras déposés dans les avant-bras de l'homme et puis se laisser aller les yeux fermés. L'homme marche en marche arrière sur un petit balancier et la femme avance comme ça. Et ça a été une technique que Claire Michelin nous a enseignée, que j'ai faite en fin vraiment de travail. Et alors, c'était très, très efficace. Et puis quand une contraction arrivait, je m'approchais à son cou, on chantait des haumes, lui avec son haume assez grave, qui m'aidait énormément, son haume à lui. Et puis on a marché comme ça, et jusqu'à ce que finalement la sage-femme arrive, passe la porte, et donc là je comprends qu'elle rentre, mais je la calcule pas du tout, je l'avais prévenue avant, que j'étais complètement dans mon monde. Donc là, elle était enceinte elle-même, donc il fallait l'aider un petit peu à décharger des trucs dans sa voiture. Donc là, Auré me quitte et va un petit peu s'occuper de la sage-femme. Ça a été un passage un peu pénible, mais bon, je reste dans ma bulle. Et je crois, Anaïs, qu'à ce moment-là, au fait... donc ma fille s'appelle Agathe. Agathe et moi, on était prêtes à accoucher. Mais au fait, on a attendu. On a attendu qu'elle arrive finalement. En fait, je pense qu'on était prêtes, mais moi, c'était aussi ma première grossesse. Je n'avais pas perçu ça, je l'ai compris a posteriori. On était prêtes pour la naissance. On a attendu finalement qu'elle arrive. Et une fois que la sage-femme a passé la porte, l'enfant était là moins de 40 minutes plus tard. Donc ensuite, on a fini cette petite tour là dans notre pièce à marcher comme ça, tel les deux pantins, jusqu'à se retrouver sous le lieu où Auré avait accroché une écharpe de portage qui était là pour faire office de support. Et je me suis installée dans l'écharpe, enroulée derrière les épaules, puis enroulée autour des bras.
Et je me suis installée là. Bonne posture pour la sage-femme qui a pu s'agenouiller devant moi et puis constater où on en était. Alors elle a commencé par sortir son stéthoscope pour écouter le cœur du bébé, mais là elle n'avait pas encore regardé entre mes jambes, elle était juste dans son écoute, dans l'oreille, donc elle écoute, le cœur du bébé c'est bon, ok check, le cœur du bébé c'est bon, puis là c'est un petit peu comme si elle ouvrait les yeux, puis elle fait la tête est là. Et moi-même dans une sorte de pudeur, j'ai pas osé aller ne serait-ce que toucher avec ma main dans mon intimité, parce que si à ce moment-là j'aurais senti au fait sa tête et puis les cheveux qui étaient déjà là. Mais j'avais une timidité un peu sacrée qui m'a retenue et donc je voulais même pas savoir est-ce qu'on y est, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. Je suis vraiment restée complètement dans mon bain de home. Ok, et là quand elle a dit la tête est là, ah oui, en fait, effectivement la tête est là. J'attendais un petit peu qu'elle regarde, mais j'osais pas trop. Et là, elle a dit la tête est là, elle a envoyé un texto à l'autre sage-femme en disant c'est plus la peine de te presser, finalement, prends ton temps. Et puis là, une fois que là, elle a passé la seconde parce qu'il lui fallait encore une bassine, un truc, un machin, je sais plus quoi finalement. Elle a passé la seconde, donc là j'ai encore un petit passage, ok, j'attends qu'elle se cale, la sage-femme, et donc je suis suspendue dans l'écharpe, dans la verticalité, Auré derrière moi, il me soutient, finalement il passe ses bras autour de mon torse, il me soutient là, il chante des hommes dans mon oreille, hein. Je suis dans la verticalité, et puis une fois, elle s'agenouille devant moi, prête à réceptionner l'enfant, parce que dans cette posture, Anaïs, au fait, c'est évident que au fait, l'enfant, il va descendre au sol, quoi, enfin, ou tomber par terre. En fait, il va tomber par terre, il faut quelqu'un, là, il faut des mains. Moi, j'ai besoin de mon homme derrière le creux de mon oreille, mais il faut des mains. Donc, une fois qu'elle est arrivée là, c'était fait en 3 contractions. C'était fait en 3 contractions, l'enfant était là. Est-ce que tu as souvenir de comment c'était ces contractions? Tu vois, toutes les femmes, on a en nous cette image de on doit nous dire quand il faut pousser, et il y a c'est génial, aujourd'hui je vois plein de comptes Instagram et tout qui disent ne poussez plus mesdames, stop, c'est fini en fait. Et quand on est dans la physiologie, mais personne nous dit quand on pousse, enfin, c'est quelque chose c'est un réflexe auquel on ne peut pas, on peut rien y faire en fait. Tout à fait, je te remercie de poser cette question parce que c'est quelque chose complètement évident. J'ai la chance d'avoir été formée et par Claire Michelin et par ma sage-femme Sandrine Fiandino et qui travaille en physiologie et qui a absolument pas de poussée volontaire dans aucune de ces approches, sauf dans certains cas d'urgence où là il faudrait pas traîner et là on pourrait éventuellement dire et ben là ce sera au prix des abdominaux et du périnée de la dame, mais au fait là tant pis pour votre périnée, allez-y. Sinon si on est complètement dans la physiologie, il n'y a pas à forcer une poussée avec la force abdominale, c'est l'utérus qui s'en charge. Ceci étant dit, le seul rôle qu'a à faire la femme accouchante, c'est de se détendre. Alors ça tombe bien, ça fait des heures que je chante des ohms, que je me détends, et alors là, je me détends et je visualise dans l'ouverture des portes du bas, dans l'ouverture du périnée, dans la détente du périnée. Je me visualise avec ça et effectivement j'ai senti ces poussées utérines qui ont lieu au fait. C'est pas il faut pousser ou il ne faut pas pousser. Ça se fait. Ça pousse. En fait, l'utérus, c'est sa fonction. À un moment donné, il veut expulser cet enfant. Donc l'utérus, il pousse. C'est ce qu'on appelle une contraction. C'est hyper intense. Surtout pour ces contractions finales où il faut quand même sortir un bébé, même un gros bébé. Et donc ça pousse. Et là, j'ai été quand même bien informée de ce processus. Donc j'avais en tête qu'une seule chose. Je me détends et je laisse descendre mon bassin, mon périnée et je laisse ouvrir. Et un des outils hyper importants qu'il faut comprendre, c'est le lien qu'il y a entre la bouche et le périnée. Et c'est que si la bouche est crispée, le périnée sera crispé. C'est mécanique, c'est la loi de la nature, c'est comme ça. Pour détendre le périnée, alors là c'est bien le sujet parce qu'on veut que l'enfant passe par là. Pour détendre le périnée, Anaïs, il faut ouvrir la bouche, grand ouvrir la bouche. D'où les ohms. Voilà, d'où les ohms, mais bon, aussi j'avais vraiment ouvrir la bouche avec la mâchoire inférieure qui descend. Donc là j'ai vraiment cette mâchoire qui descend, je relâche ma mâchoire et si on a encore des doutes, on peut s'imaginer aussi par exemple si on veut imaginer une sexualité généreuse et très ouverte et ça commence pas par un petit bisou du bout des lèvres un peu pincé. Ben non, ça présage pas une sexualité très généreuse et très ouverte. C'est un gros bisou avec la langue et une bouche grande ouverte et là ça peut présager de quelque chose. Et dans ces cas-là, par rapport à la
la sexualité, tout le monde dit ah ben oui effectivement quand on fait un petit bisou les lèvres pincées, ben c'est pincé, c'est fermé aussi en bas. Un grand bisou la bouche ouverte, ça ouvre en bas. Alors c'est pareil pour l'accouchement. Quand on veut ouvrir en bas, il faut ouvrir la bouche. Et donc là, sur ces phases d'expulsion, les seules choses que j'ai faites, Anaïs, c'est me détendre, c'est me relâcher et ouvrir la bouche en chantant des haumes. J'ai peut-être un peu perdu les pédales au niveau des haumes, mais comme on aurait été là et que lui gardait le pli, il gardait les haumes, c'est un peu comme si je surfais sur sa vague de haumes graves, qui était très bénéfique, pour vraiment descendre, les haumes qui font descendre dans le bassin et qui ramènent vers le bas. Alors je me suis concentrée sur ça, donc je ne pousse pas, ça pousse, je me détends, j'ouvre la bouche. Et je visualise que ça s'ouvre en bas, je visualise aussi, on pourra peut-être en parler aussi une autre fois, toute la connexion avec l'enfant et le chemin de l'enfant qui, alors que la femme accouche, l'enfant naît, deux processus intimement liés qui se passent en même temps dans la zone de temps, mais deux processus distincts, donc se ramener dans, mais là on y est, là pour la naissance de l'enfant, c'est maintenant, se connecter à cet instant-là, et puis dans ma profonde détente, eh bien, me relâcher et l'enfant est venu, alors une poussée pour la tête, puis un temps entre contractions et la prochaine contraction pour le reste du corps. Alors, on m'avait dit aussi dans les récits de la naissance, tu verras une fois que la tête est passée, après le reste du corps, flouf, c'est bon. J'avais retenu ça. Bon, pour ce bébé qui n'était pas petit, j'ai bien senti une épaule, oui, ok, deux épaules, oui, très bien, le corps, ah, c'est bon, c'est passé. Ça m'a fait un peu quand même cet effet-là. Je l'ai bien senti passer dans sa longueur et l'histoire nous a dit plus tard que c'était un bébé de 4,2 kg. Alors ça, un des grands avantages, Anaïs, que j'ai eu pour le succès de cette naissance, de cet accouchement, c'est que je ne savais pas. On m'avait pas étiqueté vous attendez un gros bébé, madame. Et ça, j'avais pas eu ça. Et quel cadeau de pas avoir ça. Parce que ce genre d'affirmation absolue, ça plombe une naissance, ça plombe un accouchement. C'est un gros bébé, ça passera pas. Donc moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit petit parce que mon ventre de grossesse était généreux, mais je ne savais pas si c'était un gros bébé, madame, ou pas. Donc bon, c'était un bébé et je l'ai senti passer. Alors voilà, même on peut faire des bébés de 4,2 kg à la maison. En fait, si on a éradiqué ces peurs en cours de route, ça sort, sauf s'il y a une pathologie qui a été peut-être cernée à l'avance. Mais effectivement, l'enfant, la nature est bien faite et la taille des bébés et la taille des mamans se proportionnent. Donc un bébé, même s'il fait 4,2 kg, il sort aussi sans péridurale. Alors donc j'ai senti cet enfant passer et puis immédiatement, on l'a collé sur le ventre, j'ai lâché l'écharpe et là j'ai accueilli mon enfant et j'ai plongé dans cette rencontre absolument indicible qui est cette première rencontre avec le bébé qui vient naître. Bien, je te remercie pour ce témoignage qui est hyper émouvant. C'est toujours hyper émouvant, je trouve, les témoignages de naissance et de ce qui s'y passe et de l'intensité de la vie, et de cette magie et de cette puissance qui est en nous, en fait, qui sommeille en nous et qu'on ne pouvait pas soupçonner, je trouve, avant de vivre ça. Est-ce que tu avais imaginé que tu avais une telle force en toi ? Ben non. Bien sûr que non. Et ça, une femme qui s'installe dans sa physiologie, ça installe des femmes debout, des femmes dans la verticalité, des femmes qui sont debout sur leurs pieds. Et ça, c'est un cadeau qui est fabuleux. Et les femmes sont programmées pour ça. Et je trouve, maintenant chaque femme va faire son choix pour son accouchement, mais quand si par peur de plein de choses, on se jette les yeux fermés dans tous des protocoles médicalisés, au fait, on se passe d'une expérience de vie fondamentale d'aller accéder à cette puissance intérieure qui ne demande finalement qu'à se déployer, et l'accouchement dans sa physiologie est une opportunité génialissime pour la femme de s'installer au fond d'elle. Ensuite, une femme qui a pu accoucher comme ça, elle se laisse plus emmerder. Dans sa vie, elle se pose sur ses pieds et elle pose ses choses dans sa vie et ça se sent. Et au fait, c'est même plus qu'elle se laisse plus emmerder, elle vibre quelque chose dans ce sens-là et les gens autour d'elle
il y a une sorte de respect spontané aussi qui s'installe dans ça. Une femme qui accouche comme ça, elle marche dans la rue, elle est plus droite, elle est plus... Pas une fierté arrogante, mais une fierté profonde dans son milieu, une fierté juste d'incarner au fait la force de vie qui a à se développer comme ça. Et c'est quelque chose effectivement qui est insoupçonnable avant de l'avoir vraiment touché. C'est pour ça tout à l'heure, avant l'interview, tu m'as demandé si je voulais témoigner de mon premier accouchement ou de mon deuxième accouchement. Le premier, il a quand même ça d'extraordinaire, c'est que le premier, quoi. C'est que c'est le premier. C'est que c'est le premier et que alors on touche ça en tant que femme, on peut toucher ça et vraiment s'incarner dans cet état d'être une femme. Ce que m'a permis cet accouchement. Ouais, merci beaucoup. Non mais tout ce que tu dis, je bois tes paroles parce que c'est tellement ce que j'ai vécu aussi en vivant un accouchement physiologique, de cette puissance et c'est tout ce que j'ai envie de partager via Mama Libré, en fait, de la puissance qui sommeille en toutes les femmes et qui est là et qui est accessible à toutes, mais malheureusement aujourd'hui on ne nous la rend pas accessible, tu vois, elle est pas... J'ai l'impression qu'on a encore du chemin et c'est à nous les femmes de faire ce chemin de prise de conscience que est-ce que en fait vous avez envie de prendre à bras le corps on dit toujours, tu vois, le pouvoir ça se prend, ça se donne pas. Oui. Est-ce que tu veux reprendre ce pouvoir de femme ? Oui, exactement. Personne va te le donner, c'est toi qui vas aller le chercher, quoi. Et là, ce moment-là de la naissance, comme tu viens de le dire, c'est un moment, mais c'est exceptionnel, c'est une chance exceptionnelle de pouvoir aller connecter à cette puissance de vie et je te rejoins complètement après, quand tu marches dans la rue ou dans qui tu es, dans tes projets, dans tes certitudes de vie qui n'appartiennent qu'à toi en fonction de ta vie, mais en tout cas, il y a cette rectitude et en fait, il y a vraiment cette notion de, en fait, les gars, moi, je vais ici. Qui même me suivent et ceux qui suivent pas, mais en fait c'est pas grave. Mais moi je sais que je vais là. Tout à fait. Et Anaïs, je suis très touchée quand je t'entends dire, mais ce pouvoir il nous est pas vraiment accessible, il faut le prendre. Et au fait, si grâce à une plateforme comme Mama Libré, ça rend accessible ça. Et j'ai une très grande reconnaissance du travail que tu as effectué pour la mise en œuvre de Mama Libré, parce que justement c'est ce que nous avons à faire, nous les femmes, c'est de dire l'information elle est là, le pouvoir il est à portée de main. Et c'est là, et à nous de le prendre. Et effectivement, les peurs sont un excellent outil de contrôle des masses. Alors, on est biberonné par les peurs. Tout le temps, alors peur. Alors, comment ça, la naissance, peur, il faut aller à la clinique, peur. Et si ça se passait comme ci, ça se passait comme ça, tu n'y penses pas. Je rebondis sur, si je peux me permettre, un petit conseil pour les parents qui ont projet de faire un accouchement à domicile. Un des conseils qu'on nous avait donné et qui a été très très bénéfique, c'est en tout cas pour le premier projet, après pour les enfants suivants c'est un peu différent, mais pour le premier, au fait c'est de ne pas en parler. Autour de nous on n'en a pas parlé, on n'a pas dit à tout notre entourage qu'on voulait faire un accouchement à domicile. Quand on nous demandait, vous avez prévu d'accoucher où ? On esquivait un peu le sujet, ou si quelqu'un disait, vous allez accoucher là-bas, la clinique à côté de chez nous ? Oui, et puis hop, on esquivait le sujet. On en a parlé à quelques personnes de confiance, très proches, ma sœur jumelle, mes deux sœurs étaient au courant, j'en ai pas parlé à ma mère, Auré n'en a pas parlé à sa mère, et ça a été fondamental, parce que ce qui se passe, Anaïs, c'est quand on en parle autour de soi. Chacun résonne dans ses propres blessures et dans ses propres peurs et chacun va alors alimenter. Mais vous êtes sûr ? Mais est-ce que vous y avez bien pensé ? Mais vous savez pas qu'un tel a accouché, ça s'est mal passé et s'il n'y avait pas eu l'hôpital, et l'enfant serait mort et la mère aussi. Et tout le monde au fait abonde dans des récits les plus catastrophiques les uns que les autres. Alors ça c'est hyper néfaste pour un projet mené à bien, d'accouchement à domicile mené à bien. Un des conseils, c'est ne pas écouter les récits d'accouchement des autres. Il ne faut pas les écouter, au fait, parce que l'un ou l'autre, celui de sa sœur ou d'une amie chère qui s'est bien passé, alors ok, j'ai écouté l'un ou l'autre récit enjoué de naissance, merci, et ça suffit. Tous les autres récits, mais ça pour les femmes enceintes, en général, quand une femme enceinte, quand ça commence à se voir, ça fait un peu les abeilles sur le miel. Ah, et moi, ma grossesse, et moi, ma naissance. Alors là, il faut que la femme, déjà à ce moment-là, elle dise stop, ça suffit, je veux pas entendre ton récit d'accouchement, comment ça s'est mal passé, etc. Et puis ensuite, nous, dans notre famille, là, ensemble, dans notre couple, on a décidé de pas en parler. 2-3 personnes ressources et c'est tout. Et sinon pour les autres on bottait en touche et ça a été très très important parce qu'ensuite on n'a pas eu les peurs de tout le monde.
Au deuxième accouchement, pour la deuxième grossesse, c'était un petit peu différent parce que là, tout notre entourage nous attendait au il nous attendait au tournant, mais vu qu'on était fermement installés dans notre verticalité, ben là, humblement, chacun s'est retenu de ses commentaires et on s'est passé de commentaires aussi pour le deuxième accouchement. Mais au premier, on a tenu le secret. Donc ça, je voudrais pouvoir laisser ce petit tuyau hautement utile. Hautement utile. Merci pour tout ce que tu nous as partagé, Charlotte. C'était vraiment génial de partager ça avec toi. Je partage tellement tout ce que tu viens de dire, donc merci beaucoup. Merci Anaïs. Si tu es d'accord, j'aimerais aussi qu'on puisse continuer cet entretien autour de comment la femme s'installe dans sa souveraineté. Au-delà de la grossesse aussi, ça s'est impliqué aussi avant la grossesse dans comment s'installer dans sa contraception en couple, notamment par les techniques d'observation naturelle du cycle, et qui déjà là, au moment même de la conception, eh bien, il y a déjà une souveraineté individuelle de je suis acteur de ce qui se passe et il n'y a pas d'intervention extérieure. Alors ça pourrait peut-être faire l'objet d'un autre entretien et avec joie pour parler des méthodes d'observation du cycle qui sont des préliminaires au fait à une grossesse et un accouchement qui se déroulent. Mais c'est sûr, on fera un épisode là-dessus parce que ça fait 2 fois que le sujet revient, notamment le sujet que tu évoques, c'est la symptothermie moderne, un outil qu'on utilise toutes les deux et auquel on est formé et habilité pour accompagner les femmes. Donc évidemment, on fera un épisode là-dessus, c'est certain. Ok, merci avec beaucoup. grande joie. Merci Anaïs.